Mardi 25 avril 2023, c'est l'heure de vous informer sur Malaika Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de journal. À la une de l'actualité, un décès a été enregistré ce mardi parmi les élèves internés à l'hôpital de suite de l'incendie survenu au lycée Mwanga de Kolwezi. Dans ce journal, nous allons revenir sur le déroulé de cet événement qui a plongé Kolwezi dans l'émoi. Vous allez suivre le témoignage de la sœur préfet de l'école, mais aussi la position de l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'actualité, c'est aussi cette journée du 25 avril dédiée à la lutte contre le paludisme, appelée aussi malaria, une maladie qui touche beaucoup de pays africains, notamment la République démocratique du Congo. Dans ce journal, nous allons faire un point complet sur la prévention et le traitement de cette maladie. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue. Je venais de vous le dire, un cas de décès a été enregistré ce mardi 25 avril 2023 à Kolwezi. Donc, parmi les élèves internés dans différents hôpitaux de la ville de Kolwezi, de suite de l'incendie survenu au lycée Mwanga dans le Lualaba. Il s'agit de Ntanga Maloba Glodi, élève de la 6e primaire. Je vous propose ici de suivre l'intervention donc du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui revient sur cet incendie au lycée Mwanga. L'incendie qui s'est déclaré au lycée Mwanga à Kolwezi est un avertissement très fort. Il attire l'attention de tout observateur intéressé à l'architecture des établissements catholiques et surtout scolaires. C'est notamment les lycées Tchondo à Lubumbashi. L'Assemblée provinciale du Lualaba s'est réunie ce mardi 25 avril 2023 pour faire le point sur l'incendie qui s'est déclaré ce lundi 24 avril au lycée Mwanga dans la commune de Dilala. Ainsi, après recoupement des informations, descente sur le terrain, entretien avec l'exécutif provincial ainsi que les responsables des structures médicales ayant accueilli les accidentés, l'Assemblée provinciale du Lualaba porte à la connaissance de l'opinion tant nationale que locale qu'il a été enregistré 132 personnes blessées, outre d'importants dégâts matériels. Toutefois, l'Assemblée provinciale déplore le décès de l'élève Ntanga Maloba Glodi de la 6e primaire de suite d'un traumatisme crânien, mort survenu dans la nuit de ce 24 avril à l'hôpital du personnel de la Chikamine Kolwezi. Elle présente ainsi ses vives condoléances à la famille de la disparue et s'associe à sa douleur en cette dure épreuve. Il convient de saluer ici le sens du devoir des secouristes bénévoles et volontaires sans l'intervention desquels ces bilans auraient pu être plus lourds, n'eût été leur initiative courageuse et spontanée, avec la mise en place de matelas ayant amorti la chute des élèves qui fouillaient le feu par le toit. En outre, 11 camions citernes anti-incendie ont été mis à contribution pour combattre le feu, traduisant ainsi la solidarité et la complémentarité des différents intervenants. L'Assemblée provinciale du Lualaba en appelle aux différentes instances impliquées pour faire rapidement la lumière sur les causes de cet incendie et invite instamment la population à ne pas se fier aux informations de la rue ni à celles distillées dans les réseaux sociaux en quête du sensationnel. Après donc ce drame survenu au lycée Mwanga de Kolwezi, je vous propose à présent de suivre le témoignage de la sœur préfet Janine Kazadi qui explique les déroulés de cet événement. En suivant. Nous sommes venus à l'école, on a fait tout ce que nous avons l'habitude de faire. Les enfants sont entrés en classe. C'était autour de 9h. Autour de 9h, il y avait changement des heures. Je me suis croisée avec quelques professeurs qui montaient là-haut pour les cours. On s'est salué. Il n'y a pas eu 5 minutes. J'entends les enfants qui venaient derrière moi pour dire « Ma soeur, il y a les feux, ma soeur, il y a les feux ». Alors moi, j'ai eu comme réflexe de leur dire de descendre toutes. Allez-y, descendez toutes. Mais en même temps, j'ai appelé le professeur qui était par là. J'ai dit que tous les enfants puissent descendre.
On parle du feu, mais je n'ai pas vu de feu. Parce qu'ici en bas, on ne pouvait pas déjà voir. Alors après, j'ai pris les téléphones pour appeler parce que je me suis dit, c'est peut-être en lien avec l'électricité qu'on appelle, c'est lui qui fait souvent la maintenance ici, qui vient nous dépanner. Des choses qui étaient difficiles pour moi à faire parce que j'ai formé plusieurs fois les numéros. Le bruit des enfants, j'ai quitté là-bas, je venais, faites vite, tout ça, et j'ai rentré là-bas, tout ça. Alors, finalement, je me suis rendu compte qu'au bureau, il y avait plein de choses. Il fallait sauver aussi quelque chose là-bas, comme la sortie, on n'avait qu'une seule sortie. Les professeurs s'en occupaient, ceux du primaire et ceux du secondaire, je crois. Et je suis allée au bureau pour un peu sauver quelque chose, entre autres les diplômes d'État. Mais vous voyez dans les émotions, vous touchez ceci, ça tombe. Et on a vécu un peu des émotions comme ça jusqu'à ce que le feu a pris l'escalier. On ne pouvait plus laisser les enfants passer par là. C'est alors que les enfants ont commencé à descendre par les toits. Mais ça, on a demandé aux enfants d'aller de ce côté pour qu'ils descendent. Et il y avait les gens qui les accueillaient. Et voilà, en pareille circonstance, notamment en cas de catastrophe, les notions de premier secours sont d'une importance capitale pour apporter de l'aide, notamment aux victimes. C'est en tout cas la recommandation de la Croix-Rouge en pareille circonstance. Je vous propose ici de suivre de plus amples explications dans cet élément de Marcel Kataya. André Ngoubele Mangoï est chef de division de la Croix-Rouge au Katanga. En tant que chargé de la gestion des risques de catastrophes et des volontaires secouristes, il estime qu'il y a toute une leçon à tirer par rapport à l'incendie qui s'est déclaré à Kolwezi au lycée Mwanga, où plusieurs élèves se sont blessés en voulant se sauver de l'étage. Il martèle sur les réflexes d'humanisme que doit avoir la population en pareille circonstance. Chez nous, nous parlons du premier principe fondamental. C'est l'humanité, l'amour du prochain. Cet amour-là, nous devons être animés de cet amour pour devoir développer même ce que nous appelons comme réflexe grégaire. À la place de demeurer statique sur le plan d'intervention, prendre des images, des photos, balancer, c'est mieux de faire quelque chose pour sauver. Même si on n'a pas encore, on n'est pas encore formé à secourir en soi, on doit tout faire pour tant soit peu atténuer la situation de la victime en vue de sauvegarder sa vie. Selon lui, c'est possible d'utiliser certaines techniques pratiques, même si on n'a jamais été formé sur le secourisme tel que ça s'est fait à la Croix-Rouge. Il était question d'abord que la population environnante alerte les autorités, parce que la population se pointe. Cordes, bambou, tuyaux, tout pouvait permettre à ce que nos enfants puissent atterrir, amortir cette force-là des pesanteurs. On ne devrait pas seulement attendre l'arrivée des ambulanciers, comme nous l'avons constaté. La population devrait, par tous les moyens, essayer d'évacuer les enfants vers les structures de santé les plus proches pour des soins adéquats. En dehors de ça, nous invitons toute la population de mettre en tête que le secourisme, c'est toute une vie. Et la philosophie vraiment de la Croix-Rouge, c'est celle d'avoir dans chaque parcelle plus ou moins de volontaires. Des principes à prendre en compte, car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Et particulièrement en cas d'incendie, quel comportement doit-on adopter? Quels sont les gestes primordiaux à effectuer? La question a été posée au commandant David Dibou. Il est chef de service anti-incendie de la mairie de Lubumbashi. Chaque fois quand on construit une maison, n'est-ce pas, qu'on prenne certaines petites dispositions. Avoir cette culture de s'acheter au moins un extincteur. Un extincteur, c'est un appareil qui nous aide à propager un agent extincteur. N'est-ce pas? L'agent extincteur, c'est la substance qui est contenue dans cet appareil-là qu'on peut propager pour maîtriser un incendie. Et quand est-ce qu'on peut utiliser l'extincteur? Ce n'est qu'au début de l'incendie. Parce que l'extincteur, c'est à 1,5 m
que vous pouvez vous limiter. Vous ne pouvez pas vous approcher des flammes de feu, au risque de perdre la chevelure. Si vous avez un habit en nylon ou en polyester, vous risquez vraiment gros, n'est-ce pas? Alors, que la population apprenne à se doter de ces petits appareils-là. Vous nous appelez pendant que l'incendie vient de se prononcer. Vous allez nous voir venir très tôt et nous allons limiter les dégâts. Le dégât ne sera pas très important parce que vous nous avez appelé très tôt. Quand vous mettez beaucoup de temps sans nous contacter, rassurez-vous que le dégât vous sera important. Imaginez si vous avez utilisé $100 000 pour ériger une construction. Ça vous a pris beaucoup de temps, beaucoup de mois, n'est-ce pas? Mais devant un incendie, tous ces $100 000, vous allez les voir disparaître dans 2 heures. Vous comprenez? 2 heures seulement. Pourquoi? Parce que vous avez traîné avec l'information sans toutefois contacter le service concerné que nous sommes. Et ces cas récurrents d'incendie dans nos villes suscitent plusieurs réflexions, notamment sur la sécurité domestique et généralement plusieurs bâtiments n'ont pas d'issue de secours pour évacuer rapidement les habitants en cas d'incendie. Je vous propose donc de suivre cette réflexion que nous propose Jean-Claude Boupé. L'incendie qui s'est déclaré au lycée Mwanga à Kolwezi est un avertissement très fort. Il attire l'attention de tout observateur intéressé à l'architecture des établissements catholiques et surtout scolaires. C'est notamment les lycées Chondo à Lubumbashi, Lubusha à Luisha, Moussofi à Likasi, pour ne citer que cela. Ces établissements ont presque la même architecture qui n'aurait pas prévu des issues de secours en cas d'incendie. La sécurité des locataires de ce type d'architecture importe plus. Premièrement, il est impérieux de songer à un dispositif sécuritaire efficient comme des extincteurs opérationnels. Cela doit être suivi d'une initiation à l'opérationnalité ou la fonctionnalité de l'équipement par les locataires. Au-delà de ce qui est évoqué, prévoir des issues de secours est un point majeur, surtout que l'incendie ne prévient pas. En effet, ces immeubles à étages doivent subir une modification afin de répondre à cette problématique. Cet incendie du lycée Mwanga à Kolwezi est aussi interpellateur aux détenteurs des édifices en hauteur d'éveiller à l'accès facile de tout point d'entrée ou de sortie, car on ne sait ni l'heure ni les jours. De surcroît, ce qui enferme parfois des enfants dans la maison ou des travailleurs dans un endroit encourt des risques graves. Autre chose, dans cette édition du journal, faisons une évaluation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a donné des détails sur ce processus et les statistiques au 17 avril se présentent comme suit. 46 857 697 électeurs enrôlés sur le 49 273 109 attendus, soit une réalisation de 95,57%. Et pour le pays étranger où l'opération d'enrôlement a été organisée, la France arrive en tête avec 5 787 enrôlés. Et pour l'heure, la Commission électorale nationale indépendante est à l'étape du nettoyage du fichier électoral, a indiqué Denis Kadima. Nous allons à présent nous rendre à la primature où, dans le cadre de renforcement de capacités et des moyens de membres du gouvernement pour mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé le séminaire du gouvernement. Les précisions ici avec Joseph Kaongo.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a ouvert ce mardi 25 avril 2023 au Fleuve Congo Hotel le séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement pour mener à bon port la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef des Warriors, réuni ainsi pendant 2 jours toute son équipe, la veille du 2e anniversaire de sa validation par le Parlement. Le dit séminaire sera ponctué de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental de cette équipe appelée à apporter des réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral avec en toile de fond un second mandat pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais avant tout renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma personne, pour coordonner l'action gouvernementale, mais le remercier aussi au nom de tous les membres du gouvernement, pour non seulement sa confiance, mais son accompagnement si bien considéré. Ces assises, elles interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux, eu égard aux différents intervenants. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Le chef du gouvernement a dit espérer que les exposés qui seront présentés par différents intervenants mettront en évidence les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement. Le mot d'ouverture du chef du gouvernement a été suivi des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement, qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental, les différentes agences d'exécution du programme de développement local de 145 territoires, ont tour à tour présenté le niveau d'exécution des travaux sur le terrain. Il est important de souligner que les travaux vont se poursuivre demain dans la matinée avant la clôture qui sera faite par le président de la République dans la soirée. Sachez aussi qu'à partir de ce mercredi 26 avril 2023 jusqu'au 1er mai, il va se tenir ici dans la ville de Lubumbashi une grande conférence organisée conjointement par les réseaux Grâce et les âmes d'abord avec l'appui des hommes de Dieu de la ville de Lubumbashi. C'est dans ce cadre que le prophète Dr David Alain Mutamba est arrivé ce mardi 25 avril ici à Lubumbashi via l'aéroport international de la Loinon. Il faut dire que ces assises de 6 jours vont se dérouler à l'église La Puissance située sur la chaussée de Kasenga à l'entrée du tunnel au centre-ville de Lubumbashi. Les détails ici avec Jérémy Jaffari et Martin Kabir. Le docteur et prophète David Jean-Alain Mutamba est arrivé à Lubumbashi via l'aéroport international du Loinon ce mardi 25 avril 2023 en provenance de la France et s'est appris 10 ans sur l'invitation de réseau La Grâce et les âmes d'abord avec le concours des hommes de Dieu de Lubumbashi pour une grande académie de mystère de Dieu. Déjà, je rends grâce à Dieu pour ma présence à Lubumbashi 10 ans après et je suis ici pour accomplir une mission divine, apporter la parole de Dieu à mes collègues, serviteurs de Dieu, qui me font l'honneur de m'accueillir dans ce grand programme que le 4e ministère international organise, qui a pour thème intitulé Grande Académie des ministres de Dieu à Lubumbashi. Il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ceux qui annoncent à Sion que ton Dieu règne. Peu importe ce que l'on traverse, peu importe les situations que nous pouvons vivre au jour d'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est de toujours nous rappeler que notre Dieu règne. Il est sur son trône et il a toujours une réponse à tout.
Le pasteur Alain Yimbila annonce ici le programme de ce grand rendez-vous avec Dieu. Nous organisons un grand travail ici à Lubumbashi qui commence demain. Le matin, nous serons là avec tous les hommes de Dieu de la ville de Lubumbashi, c'est de Likasi, Kipushi. Donc nous commençons déjà demain à partir de 8h30. Notre adresse, nous sommes sur chaussée de Kasenga, numéro 5, Église de la Puissance. Église de la Puissance. Et nous avons l'honneur de recevoir un père qui va partager son expérience avec le Seigneur de demain. Je voudrais annoncer que celui que nous recevons a une grâce tout à fait particulière. Pour ceux qui l'ont rencontré en 2013, ils peuvent le témoigner, c'est un grand conférencier, un homme hors du commun en ce qui concerne la manifestation de l'esprit et même la communication sur le plan de la connaissance de la parole. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est un moment d'impactation pour les ministres de Dieu et un moment de délivrance pour l'Église d'une manière générale. Tout le peuple de Dieu qui compte sur cette grâce sont donc conviés à prendre part à ces grands moments de la parole et de fortes prières. Et ce 25 avril, il est célébré sur le plan mondial la journée de lutte contre le paludisme, une journée qui a pour objectif notamment de sensibiliser les publics pour rapport à la prévention, le diagnostic ainsi que le traitement de cette maladie est potentiellement mortelle. Il faut dire qu'en 2023, cette journée est l'occasion de mettre en évidence l'importance de l'innovation dans la lutte contre ce fléau. Aline Chabani nous donne des plus amples explications. La malaria est une maladie infectieuse qui est transmise par la piqûre du moustique Anophele. Éradiqué depuis quelques années en Europe, le paludisme, également appelé malaria, reste pourtant d'actualité pour des millions de personnes dans le monde. Le 25 avril de chaque année est l'occasion de rappeler l'importance de s'unir pour un monde sans paludisme. Les continents africains est la principale zone géographique touchée à l'échelle mondiale, puisqu'elle concentre à elle seule 95% des décès 147 millions de cas et 96% de décès liés à la maladie selon l'OMS. Les enfants sont particulièrement exposés aux formes sévères de la maladie, avec 80% de décès observés en Afrique concernant les enfants de moins de 5 ans. Pour l'édition 2023, la journée mondiale de lutte contre les paludismes se célèbre sous le thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme », c'est-à-dire innover pour accélérer l'élimination du paludisme. L'objectif du thème est de mettre en évidence les nouvelles technologies, les nouvelles stratégies qui peuvent aider à vaincre cette maladie. Les innovations sont cruciales dans la lutte contre le paludisme. De nouveaux médicaments, des insecticides et de nouveaux outils de diagnostic peuvent aider à réduire le fardeau de la maladie. Les approches novatrices sont nécessaires pour atteindre les populations les plus vulnérables, en particulier celles qui vivent dans les zones reculées. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la lutte contre la malaria, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé qui est de réduire de 90% les nombres de cas de paludisme et de décès d'ici 2030. Et dans le cadre de la prévention contre le paludisme, l'assainissement du milieu est un facteur important dans ce cadre de la prévention. Jean-Claude Boupé se penchait sur la question et nous propose cette réflexion. C'est vrai. La malaria est une maladie infectieuse qui est transmise par la piqûre du moustique Anophele. Éradiqué depuis quelques années en Europe, le paludisme, également appelé malaria, reste pourtant d'actualité pour des millions de personnes dans le monde. Le 25 avril de chaque année est l'occasion de rappeler l'importance... Facteur de lutte contre les paludismes figure l'usage de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, le traitement efficace antipalidique, le vaccin antipaludéen et les conditionnements environnemental. L'Afrique est la plus touchée par la malaria avec en tête le Nigeria, secondé par la RDC. Les pays développés ne sont pas affectés par ces fléaux qui assujettit l'Afrique, sauf 2 cas importés des pays berceaux du paludisme.
Qu'attend-on par conditionnement environnemental? Le changement et perturbations climatiques, assainissement du milieu et les plus intenses à la base de l'eau stagnante et des herbes de tout genre. Assainir son milieu, vider sa poubelle, évacuer loin de chez soi des immondices ainsi qu'éviter des eaux et des humidités aux environs épargne à la multiplication des cas de moustiques anopheles dans la zone tropicale. Il est à noter que les moustiques s'habituent aux insecticides et résistent actuellement alors que les vaccins restent un moyen efficace pour lutter contre la malaria, cependant que son administration sur terrain pose problème au regard. Le paludisme, c'est une maladie qui... Oui, les moustiquaires, elles sont vraiment très importantes parce que chaque fois, on n'a pas l'argent pour payer des insecticides. Et puis un autre problème, c'est quoi? Avec les insecticides, des fois, il y a un problème d'intoxication. Et ça nous aide vraiment dans ce cadre-là pour protéger les enfants. Mais la difficulté que nous avons, ce n'est pas tous les enfants qui aiment ça. L'intervalle entre les doses qui doivent être administrées en 4 échéances. La gestion des immondices et l'assainissement du milieu restent également un moyen efficace de lutte contre le paludisme. Et voilà, donc parmi les méthodes pour lutter contre le paludisme, il y a aussi le fait de dormir dans des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais dans la ville de Lubumbashi, il y a de ce choix qui préfèrent utiliser ces moustiquaires imprégnés d'insecticides et d'autres pas. Je vous propose ici donc de suivre les avis des uns et des autres au micro de Jérémy Jafari et Jemima Amwepo. Oui, les moustiquaires, elles sont vraiment très importantes parce que chaque fois, on n'a pas l'argent pour payer des insecticides. Et puis un autre problème, c'est quoi? Avec les insecticides, des fois, il y a un problème d'intoxication. Et ça nous aide vraiment dans ce cadre-là pour protéger les enfants. Mais la difficulté que nous avons, ce n'est pas tous les enfants qui aiment ça. Il y a des enfants qui n'aiment pas être sous la moustiquaire. C'est la difficulté que nous avons. Mais c'est vraiment un bon moyen pour se protéger contre les moustiques. Bon, chez moi, ma femme utilise, mais moi c'est très difficile que je puisse entrer dans dormir sous le moustiquaire. Le moustiquaire, pour moi ça m'étouffe. Et si je suis sous moustiquaire, c'est très difficile que je puisse bien respirer. À l'heure actuelle, vivre sans moustiquaire, c'est avoir des risques de tomber malade. La moustiquaire nous aide à ne pas être piqué par des moustiques, afin d'éviter de contracter la malaria. Et permettre à Bissot quand même tous à la protéger la malaria. Le dimanche, j'étais un peu fatigué. Je passais même au salon, dans ma maison. Je pouvais même montrer mon bras, j'étais piqué, pas seulement au bras, partout. Je me suis réveillé le matin avec des piqûres de moustiques. Et là, j'étais exposé. C'est pour cela que je tiens toujours à l'utilisation du moustiquaire. En dehors de nos frontières, rendons-nous au Soudan où une trêve a été conclue, une trêve de 3 jours entre les deux belligérants qui s'affrontent dans la capitale soudanaise. Il faut dire que par la même occasion, plusieurs pays procèdent à l'évacuation de leurs ressortissants. Les explications ici avec Félix Moïse-Moujinga. Rien ne va plus au Soudan. Les évacuations d'étrangers se sont poursuivies le lundi dernier, 9e jour du combat meurtrier pour le pouvoir entre l'armée gouvernementale et les forces paramilitaires, alors que rien ne laisse croire à une sortie des crises dans l'immédiat. Contre toute attente, lundi dernier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé que les belligérants ont finalement accepté un cessez-le-feu national de 72 heures qui sera effectif à partir de minuit. Cela devrait stabiliser quelque peu la situation et offrir une chance aux ressortissants et aux Soudanais qui fuient les combats de gagner des zones plus sûres. Plusieurs pays, la France, le Canada et d'autres conseillent à leurs ressortissants d'évacuer les Soudans. Les gouvernements soudanais pendant ces temps se déploient à sortir les étrangers afin de les épargner à cette guerre qui touche la nation. Voilà, madame, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce téléjournal. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour avoir su et si bien nous accompagner. Et mon plus grand plaisir sera celui de vous retrouver demain. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.